Tu n'es plus une fille, Sophie. Tu es un passif. Les mots n'ont pas flotté dans l'air. Ils sont tombés comme des blocs de glace, se brisant contre la vitre gelée de la portière. Dehors, le monde n'était qu'un vide blanc. Courchevel, à 2000 mètres d'altitude, ne pardonne pas les erreurs, et encore moins la faiblesse. Mais ce n'était pas une erreur. J'ai regardé la silhouette de mon père à travers le verre givré. Richard Vernier, l'homme qui devançait actuellement ses rivaux de 5 points dans les sondages pour les législatives, s'éloignait du véhicule, avec l'aisance décontractée d'un homme qui vient de sortir les poubelles. À côté de lui, ma mère, Stéphanie, ajustait sa capuche bordée de fourrure, sans un regard en arrière. Ils ont rejoint leur SUV qui les attendait, moteur tournant, chaud et accueillant contre le froid mordant. J'ai essayé d'attraper la poignée de la porte, mais mes doigts refusaient d'obéir. Le froid avait déjà commencé son œuvre. Mais pire encore, ils avaient désactivé les commandes. Mon fauteuil roulant, l'extension de mon corps depuis mes 12 ans, n'était plus qu'une cage d'aluminium et de plastique. Le chauffage de la voiture a tout sauté avant de mourir. Le silence s'engouffrant pour combler l'espace où le ronronnement du moteur régnait l'instant d'avant. La température chutait rapidement. Moins 20 degrés, et ça continuait de descendre. J'ai regardé les feux arrière de leur SUV s'estomper dans la neige tourbillonnante, 2 yeux rouges s'éteignant dans les ténèbres. Ils n'ont pas fui en panique. Ils ont conduit lentement, prudemment, négociant le col traître avec la même précision calculée qu'ils appliquaient à tout le reste. Le givre a commencé à ramper sur le pare-brise, des motifs de glace complexes qui auraient été magnifiques si on oubliait le fait qu'ils me scellaient dans un tombeau. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine, formant un petit nuage de vapeur qui s'est dissipé instantanément. Aucun intérêt de gaspiller de la chaleur pour des larmes. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quel temps il fait chez vous. J'espère que vous êtes quelque part de plus chaud que là où j'étais. L'hypothermie est un processus fascinant si l'on fait abstraction du fait qu'on est en train de mourir. Ça commence par des tremblements violents, la tentative désespérée du corps de générer de la chaleur. Puis, les tremblements cessent. C'est le point de bascule. C'est le moment où votre biologie dépose silencieusement le bilan. Je suis restée assise dans le silence. Mon souffle ne buant plus la vitre car l'air à l'intérieur de la voiture s'était équilibré avec l'air extérieur. Mon esprit, habituellement une ruche de codes et de variables, ralentissait. J'ai calculé la probabilité de sauvetage à 0,0%. Mes parents étaient méticuleux. Ils avaient choisi un col qui ne verrait aucun trafic avant le dégel du printemps. D'ici là, je ne serais qu'une autre statistique tragique, un monument gelé à la gloire de leur ambition politique. C'est alors qu'une ombre s'est détachée du blizzard. Au début, j'ai cru à une hallucination, une dernière décharge synaptique avant que le noir ne prenne le dessus. Mais l'ombre avait une masse. Elle se déplaçait contre le vent, avec une détermination lourde et mécanique. Ce n'était pas un randonneur. C'était une silhouette vêtue d'un équipement tactique blanc, le visage masqué par une protection balistique et des lunettes thermiques. Un chasseur. Mes parents ne m'avaient pas seulement abandonné aux éléments, ils avaient envoyé une assurance. J'ai fermé les yeux, attendant la fin. Le bruit du verre brisé a déchiré le silence. La vitre arrière a implosé, me douchant d'éclats de verre sécurie qui ressemblaient à des diamants dans la neige. Une main gantée s'est tendue, déverrouillant la porte de l'intérieur. La portière a été arrachée. Et le vent a hurlé, réclamant la dernière poche d'air immobile. Cible sécurisée, a dit une voix. Elle était déformée par le masque. Mais la cadence était inoubliable. La silhouette a retiré ses lunettes. 2 yeux gris familiers m'ont fixé, endurcis par des années dont je n'avais pas été témoin. Thomas, mon frère, le mouton noir, le fantôme. Il n'a pas perdu de temps en salutations. Il a bougé avec une efficacité terrifiante à regarder. Il a coupé ma ceinture de sécurité avec une lame dentelée, m'a soulevé hors de la voiture comme si je ne pesais rien, et m'a porté à travers les congères qui lui arrivèrent aux genoux. Un véhicule tout-terrain modifié tournait au ralenti 50 mètres plus loin, son moteur émettant un grondement sourd et guttural contre la tempête. Il m'a attaché sur le siège passager et a claqué la porte. La chaleur à l'intérieur m'a frappé comme un coup physique, un mur de tiédeur qui a fait hurler ma peau alors que le sang commençait à affluer vers la surface. Thomas a grimpé sur le siège conducteur, retirant ses gants. Ses mains étaient couvertes de cicatrices, stables sur le volant. Tu étais censé être en OPEX au Moyen-Orient. Et je chuchotai, ma voix n'étant qu'un croassement. J'étais à 15 kilomètres derrière vous, hâté, il dit en passant la vitesse. Le véhicule
à déchirer la neige, trouvant de l'adhérence là où il ne devrait y en avoir aucune. Comment? J'ai marqué la signature GPS du SUV de papa il y a 3 semaines, a dit Thomas, ses yeux scannant le terrain. J'ai vu le renouvellement de la police d'assurance vie frapper le serveur mardi. 2,5 millions d'euros, versement conditionné par un décès accidentel avant l'âge de 21 ans. Je connaissais le timing. Je savais que l'événement de liquidation était imminent. Événement de liquidation. Il parlait de nos parents comme s'ils étaient des combattants hostiles. Et en regardant la route vide derrière nous, j'ai réalisé qu'il avait raison. Nous avons roulé en silence pendant 1 heure, descendant dans une vallée où la neige se transformait en grésil. Thomas a quitté la route principale pour une piste forestière non balisée. Nous avons navigué à travers une forêt dense, jusqu'à atteindre la carcasse d'un vieux chalet de ski. Il a contourné le bâtiment, déclenché une télécommande, et une section des fondations a glissé une porte de garage cachée, dissimulée par de la fausse roche et du bois. Nous avons roulé dans l'obscurité, la porte se scellant hermétiquement derrière nous. « Bienvenue à la maison Sophie », a-t il dit. Nous étions sous terre, en sécurité, enterrés, exactement comme nos parents le voulaient, mais vivants. Le bunker sentait l'ozone et l'air recyclé. C'était une odeur stérile, réconfortante, l'odeur d'une machine qui fonctionnait exactement comme prévu. Je me suis assise devant une rangée d'écrans, enveloppée dans une couverture thermique, regardant ma vie être réécrite en temps réel. Sur l'écran 1, une présentatrice du journal télévisé local arborait une expression travaillée d'inquiétude sombre. Des sources proches de la famille rapportent un long historique d'instabilité mentale, disait-elle. Sophie Vernier aurait cessé de prendre son traitement quelques jours avant sa disparition. Les autorités traitent cela comme un incident tragique d'automutilation. Mes parents n'étaient pas seulement en deuil. Ils faisaient du marketing. C'était la campagne de la rumeur. Ils semaient le récit de mon suicide, avant même que mon corps ne soit retrouvé. C'était une masterclass en gestion de crise. Si j'étais folle, si j'étais non conforme, alors ma mort n'était pas un crime. C'était une inévitabilité. Je n'ai pas jeté la télécommande. Je n'ai pas crié. L'émotion n'est que du bruit dans un système qui exige de la précision. Je me suis tournée vers le clavier. S'il voulait jouer sur les récits, j'allais jouer sur les chiffres. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Thomas depuis le coin où il nettoyait un fusil. « Je suis l'argent » ai-je répondu. Richard Vernier ne fait rien sans marge bénéficiaire. J'ai contourné leur pare-feu personnel en moins de 3 minutes. Leurs mots de passe étaient pathétiques des variations de slogans de campagne et de dates de naissance. J'étais dedans. J'ai sorti le trust familial, les comptes de campagne et les grands livres privés que Richard croyait cryptés. Les chiffres racontaient une histoire bien plus laide que celle du journal télévisé. La campagne de Richard était une hémorragie financière. Il était endetté jusqu'au cou, devant des faveurs à des donateurs qui n'acceptaient pas les reconnaissances de dette. Puis, je l'ai vu, la police d'assurance vie. 2,5 millions d'euros. Mais ce n'était pas juste une police. C'était une échéance. Le versement chutait de moitié si je survivais au-delà de mon 21e anniversaire. J'avais 10 à 9 ans. L'actif se dépréciait. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas de la haine. Ce n'était même pas vraiment de la cruauté. C'était juste du business. Pour un narcissique, un enfant n'est pas un être humain. Un enfant est un actif dans un bilan comptable. Pendant 10 à 8 ans, j'ai été un investissement à haut rendement. Ma maladie rapportait des votes de sympathie pour Richard et des donations au gala de charité pour Stéphanie. J'étais un accessoire qui générait du capital social. Mais les actifs se déprécient. Le coût de mes soins, les médecins privés, le transport spécialisé, l'argent du silence, avaient commencé à dépasser la valeur que je rapportais. Les coûts de maintenance étaient trop élevés. Le retour sur investissement était plat. J'ai regardé l'écran, l'historique des transactions. Ils n'avaient pas assassiné leur fille. Ils avaient liquidé un actif défaillant. C'est une clarté terrifiante de réaliser que vos parents ne vous ont pas tués parce qu'ils étaient des monstres au sens traditionnel, mais parce qu'ils étaient des comptables de l'âme. Ils avaient fait les calculs. Ils avaient regardé le grand livre, vu l'encre rouge, et décidé de limiter la casse. Ils sont fauchés, ai-je dit, la voix stable. La dette de campagne est vertigineuse. Le versement de l'assurance couvre le déficit avec un surplus de 4%. Thomas s'est approché, regardant le tableur briller sur l'écran. Ils t'ont vendu pour une marge de 4%? Ils m'ont vendu parce que les maths disaient que je valais plus morte que vive, ai-je corrigé. C'est le grand livre du narcissique. Tu donnes, ils prennent, et quand tu n'as plus rien à donner,
Tu deviens un passif. Et les passifs, j'ai sauvegardé les fichiers. Chaque virement bancaire, chaque mise à jour de la police, chaque email discutant du calendrier. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais l'auditrice, et j'étais sur le point de clôturer définitivement les comptes de l'administration Vernier. « Thomas » ai-je dit en me tournant vers lui. « J'ai besoin de mes médicaments. Je ne sens plus mes jambes. Et si on doit les détruire, j'ai besoin de pouvoir tenir debout pour regarder. » Le visage de Thomas est devenu blême. Il s'est dirigé vers le sac médical qu'il avait volé à la maison. Il a sorti les fioles bleues familières. Mais il ne me les a pas données. Il les a tenues à la lumière, son expression passant de la confusion à l'horreur. « Sophie, athée, il dit. Ce ne sont pas des médicaments. La douleur est généralement un signal d'alarme. Elle vous dit que quelque chose est cassé, que quelque chose ne va pas. Mais alors que j'étais allongée sur le lit de camp dans le bunker, 3 jours après ma dernière injection, la douleur n'était pas un avertissement. C'était une résurrection. Je m'attendais à m'éteindre. Sans le sérum bleu quotidien que ma mère prétendait nécessaire pour contenir mon défaut génétique, je supposais que mes systèmes s'arrêteraient. Au lieu de cela, ils se réveillaient. Et ils hurlaient. Ça a commencé dans mes orteils une chaleur piquante, comme marcher sur des aiguilles. Puis c'est remonté le long de mes mollets, une douleur profonde, une crampe qui me faisait haleter. Ce n'était pas l'engourdissement de la mort, c'était le feu atroce de la reconnexion. Fait que ça s'arrête, ai-je grincé, mes mains agrippant le cadre métallique du lit jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. « Thomas, s'il te plaît, donne-moi juste la dose. » Thomas ne s'est pas approché. Il se tenait à l'établi en acier inoxydable à l'autre bout de la pièce, fixant un spectromètre de masse qu'il avait bricolé à partir de pièces de récupération. Les fioles bleues que j'avais suppliées étaient alignées en rangée, brillant innocemment sous les lumières LED crues. « Je ne peux pas te donner ça, Sophie. » Athée, il dit. Sa voix était dénuée d'émotion, le ton d'un soldat rapportant une perte. « Pourquoi ? Tu essayes de me tuer plus vite ?» Il s'est retourné, tenant une impression de l'analyse chimique. « Parce que tu n'es pas malade. Tu ne l'as jamais été. » Les mots n'avaient aucun sens. J'étais en fauteuil roulant depuis mes 12 ans. J'avais vu les scanners. J'avais entendu les spécialistes des médecins payés par mon père expliquer la dégénérescence de ma gaine de myéline. « C'est un agent paralysant », a dit Thomas en s'approchant et en laissant tomber le papier sur ma poitrine. Une neurotoxine personnalisée. Faible dosage, administrée quotidiennement, suffisant pour supprimer la fonction motrice, affaiblir la densité musculaire et imiter les symptômes d'une maladie dégénérative sans réellement tuer l'hôte. Ils ne traitaient pas un défaut génétique, ils en fabriquaient un. J'ai fixé le papier. Des composés chimiques que je reconnaissais de mes propres études secrètes. Suppresseurs, sédatifs. La réalisation m'a frappé plus fort que le froid sur la montagne. Mon handicap n'était pas une tragédie, c'était une cage. Il m'avait droguée. Chaque matin, avec un sourire et un verre de jus d'orange, ma mère m'avait empoisonné juste assez pour me garder dans ce fauteuil. Juste assez pour me garder docile. Juste assez pour récolter ma biologie pour n'importe quel brevet de longévité qu'ils vendaient à leurs investisseurs. Ils ont volé mes jambes. Ai-je chuchoté. La colère qui est montée alors n'était pas brûlante. C'était le zéro absolu. Ils ont volé 7 ans de ma vie. J'ai regardé Thomas. Il m'observait, le visage masqué par la culpabilité. Et soudain, la colère a trouvé une nouvelle cible. « Tu savais », l'ai-je accusé. « Tu savais comment ils étaient. C'est pour ça que tu es parti. Tu t'es enfui pour te sauver toi-même, et tu m'as laissé seule avec eux. » C'était la question qui me hantait depuis une décennie. Pourquoi le frère fort, le protecteur, s'était volatilisé dans la nuit, laissant sa petite sœur au loup? Thomas n'a pas bronché. Il s'est approché du bord du lit et s'est assis, soutenant mon regard avec une intensité qui me donnait envie de détourner les yeux. Je ne me suis pas enfuie, Sophie. Je me suis déployée. C'est juste un mot chic pour dire partir. Non, a-t-il dit fermement. Je ne suis pas partie pour me sauver. Je suis partie parce que j'avais 10 à 8 ans. J'étais fauché et impuissant. Si j'étais restée, je n'aurais été qu'une autre victime. J'aurais fini en prison ou mort, et tu aurais été vraiment seule. Il s'est penché, sa voix tombant dans un murmure féroce. J'ai réalisé que pour combattre des monstres comme Richard et Stéphanie, je ne pouvais pas être juste un fils. Je devais devenir une arme. Je devais apprendre à traquer, à pirater, à disparaître.
J'ai rejoint les contractants privés pour constituer un trésor de guerre. Chaque chèque de paie, chaque mission, chaque cicatrice, tout était pour ça. Tout était pour le moment où je pourrais revenir et briser le verrou. C'était le briseur de chaînes invisibles. Il n'avait pas abandonné la famille. Il était parti forger le coupe-boulon. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu le prix que cela avait coûté. Le gris dans ses cheveux, les cicatrices sur ses mains. Il s'était transformé en fantôme pour pouvoir un jour être mon bouclier. « Aide-moi à me lever », ai-je dit. « Sophie, tes jambes sont. Aide. Moi. À. Me. » Il a hésité, puis a offert son bras. Je l'ai saisi. J'ai balancé mes jambes hors du lit de camp. Elles tremblaient violemment, faibles après des années d'atrophie forcée. Mais les nerfs s'activaient. J'ai posé mes pieds sur le sol en béton. J'ai poussé. Ça faisait mal. Ça faisait plus mal que tout ce que j'avais jamais ressenti. Mais je me suis tenue debout. J'ai vacillé, agrippant le bras de Thomas comme une ligne de vie, mais j'étais verticale. J'ai regardé les fioles bleues sur la table. Ne les jette pas. Ai-je dit, la voix stable. Nous allons avoir besoin de preuves. La survie est un impératif biologique. La vengeance est une équation mathématique. Vous identifiez les variables, vous isolez les points faibles, et vous résolvez pour X. Dans l'équation Vernier, X était Arthur Vasseur. Il n'était pas seulement l'avocat de la famille, il était l'architecte de leur silence. Il rédigeait les accords de confidentialité, blanchissait les dons de campagne, et créait les sociétés écrans qui payaient pour ma recherche médicale. Si mes parents étaient les monstres, Arthur était l'homme qui s'assurait que leurs griffes ressemblent à des ongles manucurés. Il est à l'aérodrome privé, ai-je dit, mes doigts volant sur le clavier. Le GPS de son téléphone est immobile depuis 3 heures. Il prépare son jet. Il sait que le délai pour le versement de l'assurance se resserre. Il a peur. Thomas n'a pas demandé les coordonnées. Il a juste attrapé son équipement. Je le ramène. Ne lui fais pas de mal, ai-je dit en regardant l'écran où la vie numérique d'Arthur se désintégrait sous mon code. On n'a pas besoin d'un cadavre. On a besoin d'un témoin. Thomas n'a pas souri. Je serai doux. 2 heures plus tard, la porte du bunker s'est ouverte dans un sifflement. Thomas est entré, guidant un homme qui avait l'air d'avoir vu un fantôme. Arthur Vasseur portait un pull en cachemire et des chaussures bateau, mais son calme avait été dépouillé en même temps que son téléphone et son portefeuille. Il a trébuché dans la pièce, clignant des yeux contre les lumières LED agressives. Quand ses yeux se sont habitués, ils se sont posés sur moi. Je n'étais pas dans le fauteuil roulant. J'étais assise sur le bord de l'établi, mes jambes se balançant légèrement. « Sophie ?» Hâté, il chuchotait. La couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Mais le rapport disait « le froid. La physique est une chose délicate, Arthur », ai-je dit. Elle préserve aussi bien qu'elle détruit. C'est un enlèvement. Hâté, il bégayait, essayant d'invoquer l'autorité du tribunal. C'est un crime grave. Richard va. Richard est actuellement en train d'essayer de comprendre comment dépenser 2,5 millions d'euros qu'il ne verra jamais, l'ai-je coupé. Et tu ne t'inquiètes pas de l'enlèvement. Tu t'inquiètes parce que tu sais exactement ce que mes parents ont fait. Tu as rédigé les contrats. J'ai glissé de l'établi. Mes jambes étaient faibles, hurlant sous l'effort. Mais j'ai marché vers lui. 1 pas. 2. Je sais pour la récolte de biodonnées, ai-je dit, ma voix basse et égale. Je sais pour la neurotoxine. Je sais que ma maladie était une demande de brevet que tu as déposée sous une société écran au Caïman. Arthur a reculé jusqu'à heurter le mur. Il a regardé Thomas, qui était appuyé contre la porte, bras croisés, sentinelle silencieuse. Puis il a regardé de nouveau vers moi. La peur dans ses yeux a changé. Ce n'était pas la peur de moi, c'était la peur d'eux. Ils perdent pied. Sophie. A-t-il croassé. Richard. Il est désespéré. La dette de campagne est plus profonde que tu ne le penses. Il m'a dit d'augmenter le dosage. Il a envoyé l'email la semaine dernière. Il a dit « accélère le processus ». Il ne voulait plus juste que tu t'éteignes à petit feu. Il voulait que ce soit fini. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que tu es là. Tu es le maillon faible. Arthur, quand les enquêteurs de l'assurance commenceront à poser des questions, qui penses-tu que Richard va blâmer? Le père en deuil ou l'avocat qui a géré la paperasse? Arthur s'est affaissé. Toute combativité l'a quitté. Il connaissait le jeu mieux que quiconque. Il savait que dans un monde de requins, le nettoyeur est toujours le premier à être mangé. J'ai gardé une assurance.
a-t-il chuchoté. Il a cherché dans sa chaussure. Thomas s'est tendu, la main allant à sa ceinture, mais Arthur n'a pas sorti d'arme. Il a sorti une petite clé argentée. Banque de Courchevel. Coffre 404. Ce n'est pas numérique. C'est un disque dur. Déconnecté du réseau. Crypté. Il m'a regardé. Les yeux humides d'un mélange pathétique de lâcheté et d'espoir. Il contient les contrats originaux avec la firme de Biodonnées, les virements et l'email de Richard ordonnant la dose létale. J'ai tout gardé. Je savais qu'un jour il se retournerait contre moi. C'était l'allié inattendu. Pas un héros, mais un rat qui savait quand le navire coulait. Note la combinaison, ai-je dit. Il l'a fait. En me tendant le papier, sa main tremblait. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça dépend, ai-je dit en prenant la clé. De la clarté avec laquelle tu parleras dans le microphone. J'ai regardé Thomas. Récupère le disque. On a un gala à interrompre. Le gala de charité de la Fondation Vernier était un spectacle de chagrin calculé. La salle de bal du Palace des Neiges était drapée de soie noire et de lys blanc, un chic funèbre qui criait le deuil hors de prix. 500 membres de l'élite des Alpes étaient là, sirotant du champagne et murmurant des condoléances. Leurs visages composés en masques de sympathie polie. Mes parents se tenaient sur scène, baignés d'un projecteur doux. Ils étaient parfaits. Richard portait un costume noir qui semblait légèrement trop grand, suggérant une perte de poids due au chagrin. Stéphanie portait une robe noire simple, dénuée de bijoux à l'exception d'un petit médaillon en argent probablement vide, mais le symbolisme était puissant. « Nous avons perdu notre ange », a dit Stéphanie dans le micro, sa voix tremblant juste assez pour être convaincante, mais pas assez pour ruiner son maquillage. Sophie était notre lumière, et bien que son corps fût fragile, son esprit était incassable. J'étais assise dans la cabine de régie, au fond de la salle de bal, les regardant sur les moniteurs. L'équipe technique était inconsciente, ligotée avec des serflex dans le coin. Thomas montait la garde à la porte, ses yeux scannant la pièce comme un système radar. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. « Envoie. » ai-je répondu. J'ai appuyé sur la touche entrée. L'écran de projection massif derrière mes parents a scintillé. L'image de mon visage souriant, une photo de mes 10 ans. Avant, le fauteuil s'est dissoute dans la statique. La salle de bal est devenue silencieuse. Mes parents se sont retournés, la confusion ondulant à travers leur chagrin répété. Puis, la vidéo a commencé. Ce n'était pas de la haute définition. C'était une image granuleuse de dashcam, datée d'il y a 3 semaines. L'intérieur du SUV. La voix de mon père. Claire et irritée. On doit s'assurer que le fauteuil est désactivé. Si elle rampe, elle pourrait atteindre la route. La foule a halté. Une inspiration collective qui a aspiré l'air de la pièce. À l'écran, la voix de ma mère a répondu, froide et pragmatique. « Fais-le, Richard. La date limite de renouvellement de la police est mardi. On ne peut pas se permettre un autre mois de prime. » Richard s'est avancé sur scène, agitant les mains. « Coupez le flux !» C'est un piratage. C'est un deepfake. Mais je n'avais pas fini. L'écran a changé à nouveau. Cette fois, c'était un document. Le contrat original avec la firme de Biodonnées. La ligne de signature a zoomé. Richard Vernier. Le calendrier de paiement mis en surbrillance. Dépôt trimestriel de 250 000 € pour droit exclusif de récolte génétique. Puis, l'audio du bunker. La confession terrifiée d'Arthur Vasseur. Il m'a dit d'augmenter le dosage. Il a dit « accélère le processus ». Il ne voulait plus juste qu'elle s'éteigne à petit feu. Il voulait que ce soit fini. Le silence dans la salle était absolu. C'était le silence d'un prédateur, réalisant que la proie a des dents. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes à la volée. Je n'ai pas roulé. J'ai marché. Ce n'était pas gracieux. Je m'appuyais lourdement sur Thomas, mes jambes tremblant à chaque pas, la douleur étant un rugissement sourd dans ma colonne vertébrale. Mais j'étais verticale. Je me tenais debout. Ma vue, la fille paralysée, l'ange fragile entrant à ses propres funérailles, a brisé le sortilège. Stéphanie a porté ses mains à sa bouche, un cri mourant dans sa gorge. Richard avait l'air d'avoir reçu une balle. La couleur avait quitté son visage si complètement qu'il ressemblait à un cadavre. « Sophie ?» a-t-il chuchoté. Le microphone l'a capté, amplifiant sa terreur pour 500 personnes. Je me suis arrêtée à 3 mètres de la scène. Thomas m'a tendu un micro sans fil. Je n'avais pas besoin de crier.
La pièce était si calme qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les seaux à champagne. Vous avez dit que j'étais instable, ai-je dit, ma voix résonnant contre le plafond voûté. Vous avez dit que j'étais malade. Vous avez dit au monde que j'étais une tragédie en attente. J'ai fait un pas de plus, quittant le soutien de Thomas. J'ai vacillé, mais je ne suis pas tombée. Je n'étais pas malade. J'étais empoisonnée. Je n'étais pas instable. J'étais rentable. J'ai pointé l'écran, où la police d'assurance était maintenant affichée. La clause de versement brillant en lettres rouges, 2,5 millions d'euros. C'était le prix de ma vie. C'était la ligne sur votre bilan comptable. C'est un mensonge, a hurlé Richard, son instinct de politicien prenant le dessus, désespéré et bruyant. Elle est malade mentale. C'est un délire. Vraiment ? Ai-je demandé. Alors pourquoi est-ce que je marche ? J'ai fait un autre pas. Vous m'avez drogué pendant 7 ans pour me garder dans ce fauteuil. Vous avez vendu mon sang, vous avez vendu mon avenir. Et quand je suis devenue trop chère à garder, vous avez essayé de me jeter. J'ai regardé Stéphanie. Elle secouait la tête, des larmes coulant sur son visage, de vraies larmes cette fois. Des larmes de ruine. Je ne suis pas un fardeau, mère. Ai-je dit. Je suis la preuve. Les sirènes ont hurlé au loin, se rapprochant. Les lumières bleues ont commencé à clignoter contre les hautes fenêtres. Et l'audit, ai-je conclu, est terminée. La fin d'un empire ne ressemble pas toujours à un incendie. Parfois, ça ressemble juste à des menottes. La police a envahi la scène, avant que mon père ne puisse finir son déni. Arthur Vasseur, fidèle à son instinct de survie, avait déjà remis les preuves physiques au procureur de la République 1 heure avant le début du gala. L'arrestation a été diffusée en direct à des millions de personnes. J'ai regardé Stéphanie essayer d'utiliser son personnage de mère éplorée sur l'officier qui l'arrêtait. Mais il est difficile de vendre du chagrin quand le cadavre se tient à 3 mètres, témoignant contre vous. Richard ne s'est pas débattu. Il m'a juste regardé. Pendant 1 seconde, j'ai cru voir du regret, puis j'ai réalisé qu'il ne regardait pas sa fille. Il regardait les 2,5 millions d'euros s'évaporer dans l'éther. Il faisait le calcul de ses frais d'avocat. Il calculait le coût de la prison. Je suis sortie de la salle de bal. Je ne suis pas restée pour les voir se faire pousser dans les voitures de patrouille. Je n'avais pas besoin de voir ça. Le grand livre était équilibré. La dette était payée. 6 mois plus tard, la neige à Courchevel avait fondu, révélant les cicatrices sur la montagne où l'avalanche avait été déclenchée. Mes parents attendaient leur procès pour des chefs d'accusation allant de la fraude à l'assurance à la tentative de meurtre et au trafic d'êtres humains. Leurs biens avaient été saisis. Leur réputation était en cendres. J'étais assise sur le balcon d'un nouvel immeuble de bureaux au centre-ville de Genève. Le panneau sur la porte en verre indiquait foi Vernietech. Souveraineté des données, défense des patients. Je ne faisais plus seulement du code. Je construisais un bouclier. Nous concevions des protocoles de cryptage pour protéger les dossiers médicaux contre les accès non autorisés, assurant qu'aucune biologie d'un autre enfant ne pourrait être vendue au plus offrant sans se battre. Thomas est arrivé sur le balcon, me tendant une tasse de thé. Il ne portait plus d'armes, mais ses yeux scannaient toujours l'horizon. Une habitude qui ne s'effacerait jamais vraiment. Les avocats ont appelé, a-t-il dit, s'appuyant contre la rambarde. Le fonds fiduciaire est débloqué. Restitution complète. Plus les dommages et intérêts. Mais tout dans l'entreprise, ai-je dit. On a besoin de meilleurs serveurs. Il a souri, une expression sincère qui a atteint ses yeux. Tu pourrais acheter une île. Tu sais, disparaître. J'ai fini de disparaître. Ai-je répondu. J'ai regardé mes jambes. Elles étaient encore faibles. J'utilisais encore une canne les mauvais jours. Chaque pas que je faisais était un défi à la gravité, à la génétique et à l'avidité. L'hiver avait été long. Il avait fait assez froid pour geler le sang et arrêter les cœurs. Mais il n'avait pas arrêté le mien. J'ai levé les yeux vers le ciel. C'était un bleu brillant, perçant. Le genre de ciel qui promet le dégel. Ils ont essayé de me geler, mais ils n'ont fait que préserver les preuves. Partagez cette histoire, si vous croyez que la vérité fait toujours fondre la glace.